Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle encore une fois depuis les montagnes suisses où la situation sanitaire s'aggrave de jour en jour et je suis moi-même d'ailleurs en principe dans un havre de paix mais qui aujourd'hui est un des foyers de l'épidémie donc dû au SARS-CoV-2. Je me permets encore une fois de prendre la parole et de répondre rapidement à quelques remarques qui m'ont été faites. À savoir que, qui suis-je, encore une fois, pour prendre la parole? Mon objectif est évidemment pas de faire barrière aux connaissances des top spécialistes de la planète dans les domaines qui sont les leurs. Je ne suis ni épidémiologiste, ni médecin, ni rien de tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pratiqué dans beaucoup de domaines. Je n'ai jamais étudié d'une façon académique, universitaire, ces différents domaines, mais par contre, je les ai pratiqués. Et je rappelle une chose, c'est que quand on pratique quelque chose, on marque 8 sur 10, et que quand on ne fait que l'étudier, on marque au maximum 3 sur 10. J'en veux comme exemple, par exemple, c'est une boutade encore une fois, si vous prenez un ingénieur dans le domaine du ski qui connaîtra tout sur la longueur des skis, le cambre, le carve, l'angle des arêtes, etc., mais qui n'a jamais mis une paire de skis au pied, si je le mets avec mon enfant de 12 ans au sommet de la pente, il se fera mettre une valise effroyable. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'étudier, c'est bien, pratiquer, c'est mieux. Moi, j'ai pratiqué dans différents domaines, que ce soit l'agroalimentaire, la finance ou les sciences. J'y ai été impliqué de façon directe et j'ai travaillé directement. J'ai malheureusement pas eu le temps ou la possibilité d'étudier, comme je dis, d'une façon académique au travers des universités. Néanmoins, je pense que les gens ne sont pas des imbéciles. La plupart des gens ont un cerveau qui fonctionne et la qualité de ce fonctionnement va être modulée par les connaissances qui sont dans le cerveau en question. Et si on peuple le cerveau des individus, particulièrement dans une période comme la nôtre, avec les bonnes connaissances, ils seront beaucoup mieux à même d'adapter leur comportement à ce qui est dans leur intérêt, dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt de la capacité à collaborer avec d'autres êtres humains, dans l'intérêt de leurs proches, etc. Donc mon idée, encore une fois, ça n'est pas de faire barrière ou de m'imposer ou de me mettre en avant, rien de tout ça. Non, l'idée pour moi, c'est de partager des connaissances d'un point de vue pratique pour permettre au plus grand nombre de se positionner juste dans un environnement qui change rapidement. Maintenant, je reviens sur deux choses. On m'a dit, tous vos raisonnements sont très beaux, mais par exemple, la chloroquinine ou l'hydrochloroquinine, qui est la version un peu moins agressive, qui provoque moins d'effets secondaires que la chloroquinine, invalide l'ensemble de vos raisonnements. Alors, je rappelle que tous les traitements antiviraux, la base des traitements antiviraux, c'est de bloquer certaines phases métaboliques du virus. La chloroquinine n'est pas en soi un antiviral. La chloroquinine est utilisée pour ouvrir les récepteurs au zinc de votre membrane cellulaire et permettre à la concentration de zinc d'augmenter dans le cytoplasme cellulaire. Et il s'avère que quand on augmente la concentration en zinc dans le cytoplasme, on bloque une des phases métaboliques du virus. Nommément, quand le virus a pu s'accrocher à vos récepteurs ACE2 qu'il est passé à l'intérieur de la cellule, il libère un brin d'ARN qui va trouver un ribosome qui est responsable de la synthèse des protéines dont le virus a besoin pour pouvoir assurer sa reproduction. Si on augmente la quantité de zinc à l'intérieur du cytoplasme cellulaire, il est vraisemblable qu'on déstabilise cette protéine et qu'on la rend moins active. Et on est capable de diminuer la charge virale du patient grâce à ça. Si on diminue la charge virale, il y aura moins d'effets secondaires à la maladie et surtout le patient sera contagieux beaucoup moins longtemps. Ces systèmes de traitement ont déjà été testés en Corée du Sud, dans d'autres pays asiatiques touchés avant nous. Et je dois avouer que pour ma part, j'ai de la chloroquinine depuis plus de 3 semaines dans ma pharmacie, à titre personnel. Donc ça n'est rien de nouveau, c'est là, c'était dans le marché et nous le découvrons seulement il y a on va dire une semaine et demie, nous ici en Europe occidentale et aux États-Unis. Donc ces traitements antiviraux sont fabuleux et ils vont en effet diminuer la quantité de patients
la durée de l'hospitalisation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut explorer. Il y en a 3 ou 4 autres. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Ensuite, il y a l'aspect des vaccins. L'aspect des vaccins, c'est fabuleux. Mais il faut quand même se souvenir d'une chose. C'est que dans le cadre d'un virus qui peut utiliser le récepteur ACE2, mais qui a des pointes protéiques, donc à la surface du virus, qui lui permet de s'accrocher à au minimum 4 autres récepteurs, que j'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente, eh ben, il va être très difficile de fabriquer un vaccin qui va venir loquer les différentes pointes protéiques, donc à la surface de votre virus de façon systématique. Je rappelle que dans le cadre du SARS qui a tué quelques centaines de personnes, particulièrement à Hong Kong il y a quelques années, on a développé un vaccin, mais qui a été létal à la majeure partie des gens qui ont été réexposés à une charge virale importante. Donc, vouloir développer un vaccin dans la précipitation, c'est un risque majeur de provoquer des dégâts qui sont plus importants que le bien qu'on essaye d'obtenir. C'est un état de fait. Donc, imaginez qu'on aura un vaccin efficace contre un virus qui est capable d'utiliser au minimum 5 récepteurs identifiés aujourd'hui pour pénétrer à l'intérieur de vos cellules, c'est illusoire ou c'est irresponsable. Il nous faudra 12, voire 18 mois parce qu'il faudra le tester pour s'assurer que, dans le cadre d'une vaccination à large échelle, on ne provoque pas plus de dégâts que le bien qu'on essaye d'obtenir. Maintenant, je reviens sur des aspects liés au coronavirus qui sont le fait que la réponse inadaptée, non seulement des systèmes gouvernementaux, mais bien souvent des individus face à la menace que ça représente. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des États-Unis, ils connaissent une épidémie qui est monstrueuse. À New York, ils ont fait venir 2 bateaux hôpitaux tellement leur système de santé actuel est déjà totalement débordé. Totalement débordé. On est à environ 50 000 cas recensés aujourd'hui, ce matin, aux États-Unis, vraisemblablement beaucoup plus. Avec les mesures de mitigation qu'ils ont prises, donc en limitant l'interaction sociale entre les êtres humains, en limitant les interactions, mais en laissant au minimum 30% de la population se mouvoir, vous allez passer d'un indice de contagion R0 qui est compris dans une population non protégée qui bouge entre 4,7 et 6,6, vous allez passer à un facteur R0 de 2 à 3. Donc vous allez certes ralentir la maladie, la propagation donc de la maladie, mais vous n'allez en aucun cas l'arrêter. Donc ça veut dire que si on prend, vous allez ralentir, ça veut dire que vous allez multiplier le nombre de cas non plus par 3 ou 4, mais par 5 ou 6. Donc admettons qu'on ait donc un indice R0 qui soit compris entre 2 et 3, ça veut dire une chose simple, c'est que dans 5 jours, on a 100 000 cas aux États-Unis, dans 10 jours, on en a 200 000, dans 15 jours, on en a 400 000, donc dans moins de 3 semaines, on est à million. Et si on ne prend pas les mesures de distanciation sociale totale, on sera très rapidement à 2, puis à 4, puis à 8, puis à 16 millions. Et à ce moment-là, est-ce que vous croyez que même les services de santé américains, qui ont plutôt une bonne réputation et qui sont très efficaces, pourront gérer l'afflux de patients? Je rappelle que quand vous avez 1 million de personnes atteintes, et c'est pour dans 3 semaines, maximum 1 mois, vu la courbe exponentielle qui est facile à comprendre, avec un doublement des cas tous les 5 jours, est-ce que vous croyez que quand on a 1 million de malades, qui nécessitent pour 50 000 d'entre eux des soins en unité de soins intensifs, donc des soins hospitaliers en soins intensifs, intubés, respirateurs, est-ce que vous croyez qu'ils les auront à disposition? La réponse est non. De plus, les gens qui sont en soins intensifs, ils restent pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, voire 3 semaines. Et on a de plus en plus de jeunes qui sont contaminés à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que vraisemblablement, vous devrez, à partir de ce moment-là, rejeter toutes les personnes contaminées qui nécessitent des soins et qui seraient sauvées dans cette situation. Donc, ça veut dire une chose simple, c'est que vous les renverrez à la maison avec un traitement du type palliatif, morphine ou autre pour ne pas trop souffrir, mais les médecins diront, écoutez, non, vous avez plus de 60 ou 65 ans, vous souffrez d'une comorbidité du type hypertension, allergie, bronchite chronique, diabète, obésité ou quoi que ce soit d'autre. Et vous serez renvoyé à la maison pour y mourir tranquille.
c'est ça qui est en train de se passer. Donc, encore une fois, la distanciation sociale est le seul mécanisme aujourd'hui qui peut nous aider à gérer ça. Les antiviraux, l'hydrochloroquine, etc. va nous aider. Mais voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, les États-Unis, le président Trump en particulier, qui est conseillé essentiellement par des gens qui sont des économistes, des financiers, et non pas des médecins et des scientifiques, il en a quelques-uns, il a parmi les meilleurs, j'en suis sûr, mais l'impératif économique est le suivant, c'est que on sait que l'économie telle qu'on la connaît ne peut pas survivre à un arrêt des échanges financiers pendant plus de quelques semaines. Donc son objectif, c'est de faire redémarrer l'économie d'ici 10 jours, 15 jours au plus, et même un peu plus vite si possible. Donc, ça va engendrer non plus cette fois des foyers d'infection, mais une propagation de la maladie qui va toucher à peu près tout le monde. Je rappelle encore une chose, c'est que aujourd'hui la situation en Suisse ou en Italie, en termes de nombre de cas et de patients affectés par rapport à 1 million, est le plus élevé de la planète. Donc on est à peu près à 1000 cas, donc de 1000 personnes touchées par million d'habitants. Mais ça veut dire aussi une chose, c'est que ça ne représente jamais plus de 1%. Donc ça représente 1% de la population. Et la problématique est la suivante, c'est que si vous voulez créer l'immunité sociale, herd immunity, comme on dit en anglais, qui soit efficace, il faut qu'à peu près 70 à 80 ou 70 à 80% des personnes aient été contaminées et aient développé l'immunité. À ce moment-là, vous avez une immunité sociale. Le fait est que aujourd'hui, on est à 1% dans des pays qui sont ultra touchés. Donc ça veut dire que si on laisse se développer la maladie et que même elle suit une courbe exponentielle, eh bien, il va nous falloir des mois et des mois et des mois avant d'arriver à 80% des personnes touchées. Donc, nous n'aurons pas l'immunité avant cela. Le problème, c'est que donc les économistes, les gens qui sont en charge des finances de nos États, de nos gouvernements, ils commencent à comprendre la problématique. Donc ils se disent, voilà, on va redémarrer l'économie parce qu'ils sont enferrés dans l'inertie de leur système de pensée qui, évidemment, leur fait dire, voilà, il faut qu'on redémarre, il faut qu'on sauve l'économie, etc., même si c'est aux dépens de la santé publique. Parce que c'est pas que ce soit des gens qui soient bons ou mauvais ou qui sont inintelligents. Non, ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui ont une capacité de réflexion, oui, mais ils ont appris à penser d'une certaine façon. Donc, quand le modèle environnemental change, qu'il n'est plus linéaire, ils sont complètement pris au dépourvu. Et donc, c'est le problème de l'inertie des systèmes de pensée. Et j'en veux pour preuve, je regarde les newsletters, les lettres donc d'information des différents instituts financiers, des différentes banques, mais aussi bien entendu des gouvernements et autres. Et on voit que malgré la crise sanitaire qui est là et la crise économique qui se profile à l'horizon, ils continuent à penser en termes de discounted cash flow, de dire que l'économie a déjà pris un bon coup dans les dents, qu'on a eu une baisse sur les marchés qui justifie des prises de position pour ceux qui ont encore des liquidités parce que ça va remonter, etc. Ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Les États aujourd'hui injectent des trilliards de dollars pour soutenir l'économie. Et non seulement c'est pas efficace, parce que les investisseurs professionnels, les caisses de pension, les banques, tous les gens qui sont en charge des stratégies d'investissement ne font pas confiance. Et on injecte du cash pour soutenir, soi-disant, l'économie. Mais en fait, non, c'est pas l'économie. C'est l'économie de marché. C'est pas l'économie globale. Encore une fois, on veut faire survivre les plus grosses sociétés parce qu'elles sont liées de plus près avec les gouvernements et les gens qui y travaillent. Mais en fait, on veut pas faire survivre l'économie. L'économie, si on voulait la faire survivre, on donnerait la priorité aux PME, comme je l'ai déjà dit. On donnerait la priorité aux citoyens qui sont les premiers maillons de la chaîne économique dans laquelle nous vivons tous. Non. Donc,
le problème, c'est qu'on injecte cet argent alors qu'il y a une crise dans un patient qui était déjà un zombie. Le système financier, depuis des années, se déplace, est un zombie encore vivant. J'en veux pour preuve les taux d'intérêt qui sont au plancher, pour ne pas dire négatifs en termes réels, depuis des années maintenant. Et donc ça veut dire que les banques centrales et les politiques ne peuvent plus baisser les taux d'intérêt pour essayer de relancer l'économie. Non. Leur seule marge de manœuvre, c'est d'injecter du cash dans le système. Or, qu'est-ce que c'est que la valeur d'une monnaie? La valeur d'une monnaie, elle repose sur 3 points. 3 points. 1. La valeur du travail des citoyens du pays. 2. La qualité des infrastructures ferroviaires, de communication, télécommunications, hospitalières, des immeubles de bureaux et autres. 3. Des actifs tangibles du type de l'or. Mais comme on a abandonné la parité or dans les années 60-70, 60-70, Nixon a éliminé la parité or, comme on l'appelait autrefois, entre les monnaies et les réserves d'actifs tangibles. On oublie celui-là. Les infrastructures, si elles ne sont pas utilisées, ça représente du capital immobilisé qu'il faut entretenir, mais qui ne rapporte rien. Rien, zéro. Donc on peut pratiquement le compter à zéro pendant un certain temps. Et la valeur du travail des citoyens du pays, si les gens ne travaillent pas, il n'y a pas de valeur. Et si vous ajoutez à ça un 4e facteur, qui va être le fait qu'on va injecter du cash dans le système, ça va être le coût qui va assassiner et finir de détruire nos systèmes financiers. Parce qu'à un moment donné, les gens n'auront plus confiance dans la valeur de la monnaie. Si les actifs sous-jacents qui soutiennent la valeur de la monnaie disparaissent ou sont fragilisés et qu'en plus on injecte des trilliards de dollars dans le système pour soutenir le système, tous les investisseurs n'auront plus confiance et on se retrouvera comme un peu en Allemagne en 1929 où les gens arrivaient avec une corbeille ou un panier de billets de banque pour acheter une miche de pain. Et puis, le boulanger refusait de la leur donner parce que le panier de monnaie, de billets de banque qu'ils amenaient n'avait plus aucune valeur. Et c'est ce à quoi on s'expose à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire aussi que mettre la valeur de la monnaie dans les mains des politiques et des banques centrales, c'est pour les citoyens une façon de se priver de leur liberté. Parce que les politiques influencent la valeur des monnaies par le truchement des taux d'intérêt, par les injections systématiques, par la dette, etc. Mais vous devez bien comprendre une chose, c'est que l'intérêt du politique, l'agenda du politique, c'est ses intérêts au niveau politique. Il faut se faire réélire, il faut donner l'impression que l'économie va bien, etc., etc. Donc mettre la valeur des monnaies dans les mains des politiques et des banques centrales, c'est une privation de liberté. Et c'est juste quelque chose de complètement insensé. Et ça vous enlève la capacité d'avoir un étalon valeur qui mesure la valeur de votre travail, qui soit, j'allais dire, honnête, qui soit libre. Non, il est sous l'influence des contraintes politiques et des contraintes financières des gens qui gèrent, qui dirigent la manœuvre, qui dirigent le bateau aujourd'hui. Et cet effondrement de la valeur des monnaies qui va arriver, ce ne sera même pas une inflation galopante, ce sera une une dévalorisation de la monnaie, va nécessiter des interventions de plus en plus importantes de l'État. À l'image un peu de ce que Christine Lagarde, donc la grande argentière du système européen, disait l'autre jour en conférence de presse. Tenez-vous bien, elle a dit aux journalistes que les Européens préféreraient avoir un job que des économies. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire qu'elle a déjà préparé le terrain légal qui lui permettra d'aller ponctionner directement dans les économies que vous avez mis de côté pour vos vieux jours ou pour je ne sais quoi.
alors que vous avez déjà payé vos taxes, vos impôts, que vous vous êtes comporté de façon plus qu'honnête. Je rappelle qu'en France, par exemple, on paye 67% de la valeur produite par les citoyens à l'État sous forme de taxes directes, indirectes, d'impôts de succession et tout ce que vous voulez. Donc, vous avez payé tout ça. Et maintenant, les États vont venir, c'est ce que moi j'appelle un vol institutionnel, ponctionner de façon légale à l'intérieur même de vos économies, à l'image de ce qu'on a vu à Chypre, si mes souvenirs sont bons, où tous les comptes qui faisaient plus de 100 000 euros équivalents étaient ponctionnés de 10 000 euros. Et c'est comme ça que l'État va essayer de survivre encore un certain temps. Pourquoi ? Parce que vous savez, comme dit le proverbe, à tout malheur, quelque chose est bon. On a même un proverbe asiatique qui dit « voir le bien dans le mal, bonne philosophie ». Eh bien, la crise sanitaire du coronavirus et la crise économique qui ne fait que commencer et qui va s'amplifier dans les jours qui viennent, va peut-être nous forcer à mettre en place les réformes indispensables, tant au niveau constitutionnel que de la santé, que de l'éducation, qu'on n'a pas pu faire ces dernières années, parce que les contraintes financières, politiques nous l'ont interdit. Donc, il va falloir regagner la liberté, quelque part, que les démocraties actuelles nous ont volée. Parce que, encore une fois, vous prendre 67% de la valeur de votre travail, c'est un vol de vos libertés. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut accepter ça des démocraties. Jamais une royauté, si sévère soit-elle, ou une dictature, si dure soit-elle, a réussi à prendre 60 à 70% de la valeur du travail de leurs citoyens. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils auraient été... ils se seraient écroulés quasiment immédiatement. Non. Seules les démocraties actuelles ont réussi à vous faire croire que, dans votre intérêt, on va prendre cet argent pour gérer pour vous la santé, l'éducation, les infrastructures, etc. Bref, pour vous démettre de toutes les responsabilités qui sont celles des êtres humains en général. Encore une fois, c'est une situation totalement aberrante. Et c'est en ce sens qu'il est indispensable de réformer nos différents systèmes et que la crise qui s'annonce va peut-être être un moteur essentiel pour que vous repreniez en main vos libertés, que vous imposiez par exemple que les structures étatiques puissent puiser jusqu'à 20% de la valeur du travail d'un pays pour accomplir leur mission. Et je rappelle que la mission de l'État, c'est essentiellement deux choses. C'est la défense de la propriété privée et de la propriété intellectuelle. On pourrait y ajouter l'ordre intérieur et la défense. OK, 4 choses. Mais ils n'ont rien à faire dans les systèmes de santé publique. Si vous vous cassez une jambe ou que vous êtes malade, est-ce que c'est l'État, le politique ou l'assureur qui va venir vous soigner? Non, ce sont des médecins qui soignent. Or, dans un pays comme la Suisse, aujourd'hui, pour un médecin en exercice, on a au minimum, suivant la façon de compter, 4 fonctionnaires et demi ou 4 administratifs et demi qui vivent et qui régissent le système. Un peu comme si les assureurs ou les politiques allaient définir à votre place les soins auxquels vous avez droit. Et c'est ce qui se passe en Suisse. Les assureurs vont dire « Ah ben tiens, vous avez droit à ça, vous avez droit à ça en fonction de ce que vous payez. » Alors que c'est les médecins qui choisissent la façon dont vous devriez être traité. Ça n'a rien à voir avec les structures administratives qui régissent le tout. C'est une évidence. C'est un peu la même chose dans le domaine de l'éducation où des gens qui ont une vocation à devenir des instituteurs, des professeurs, sont entravés par des programmes stéréotypés, un process qu'on leur met dans la tête et qui doivent amener les étudiants de façon standardisée du point A au point B au point C, etc. Mais non, c'est pas les politiques qui doivent décider des programmes d'éducation, c'est les professeurs, c'est les professionnels de leur domaine.
Et en ce sens, les démocraties vous ont volé votre liberté, vous ont volé votre capacité décisionnelle, et c'est ce qu'il va falloir réacquérir dans les mois, dans les années qui viennent. Et comme je le dis, ça passera par des changements constitutionnels, ça passera par un état d'esprit différent où vous allez vous réapproprier les responsabilités qui sont les vôtres. Donc, comme je dis, à tout malheur, quelque chose est bon. C'est peut-être l'occasion maintenant de rebondir. Mais avant tout, on doit gérer la crise sanitaire qui s'annonce, qui va déboucher sur la crise économique que je prévois, mais c'est la crise sanitaire qui a la priorité. Donc, restez chez vous, faites pression sur vos gouvernements pour qu'ils prennent les bonnes décisions quand ils ne l'ont pas encore fait. N'attendez pas qu'ils soient réactifs, soyez proactifs, anticipez sur ce qui va se passer. Et encore une fois, la mathématique nécessaire à ce type de calcul est simple et accessible à tous. Et si vous ne souhaitez pas faire les calculs, regardez simplement ce qui se passe dans les pays voisins. Voilà, encore une fois, j'arrête là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Paix à tous les citoyens de cette planète. Peace out.